tout à fait. La raffinerie La Samir a été arrêtée au niveau de la production en août 2015, lorsque l'administration des douanes et des impôts indirects a engagé une procédure d'ATD sur les comptes bancaires de La Samir. Ensuite, comme vous le savez, et comme le savent vos lecteurs et vos auditeurs, il y a eu un processus de mise en liquidation de cette société qui a abouti à une décision de mise en faillite en mars 2016, confirmée en appel en juin 2016. Alors, depuis cette période, le tribunal de commerce est chargé donc de procéder en vertu des dispositions du droit des sociétés, du code de commerce, de procéder donc à la liquidation de La Samir et a fait un appel à manifestation d'intérêt pour que d'éventuels repreneurs puissent proposer une offre de reprise de La Samir, à charge évidemment pour le tribunal de commerce d'indemniser les différents créanciers de La Samir à due concurrence du meilleur montant qui sera proposé. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que tout au long de cette période, il y a eu plusieurs propositions qui ont été déposées sur le bureau du tribunal de commerce de Casablanca. On en décompte plus d'une trentaine, voire même une quarantaine de propositions. Évidemment, toutes n'étaient pas sérieuses. La plupart renfermaient des faiblesses ou des failles ou des limites ou des problématiques de sérieux et de solidité financière des offres, mais certaines l'étaient. Or, on a constaté qu'aucune de ces offres n'a abouti à une reprise de La Samir. À telle enseigne qu'une série ou un groupe de créanciers a demandé au tribunal de commerce de procéder au changement du syndic, ce qui a été fait, pensant que ce changement allait aboutir à des résultats plus heureux, ce qui n'est pas le cas. Et assez récemment, il y a quelques mois, le tribunal de commerce a décidé de désigner une banque d'affaires pour aider donc le tribunal à trouver un repreneur. Eh bien, malgré toutes ces initiatives, il n'y a pas eu de reprise. Lorsqu'on essaie d'analyser les raisons de cet échec, eh bien, on comprend qu'en réalité, par définition et par construction, le tribunal de commerce n'a pas les éléments, n'a pas les armes, n'a pas les outils pour faire aboutir une reprise de La Samir par un éventuel investisseur ou un pôle d'investisseurs, pour la simple raison que cette reprise nécessite un certain nombre de décisions qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif. Autrement dit, les repreneurs ont un certain nombre de questionnements à poser, de garanties à demander au gouvernement en matière de vision stratégique du secteur des énergies fossiles, en matière de perspective d'évolution de la réglementation, notamment réglementation environnementale, en matière de pérennité de la disponibilité des réserves foncières sur lesquelles sont établies les installations de La Samir, en termes de politique douanière et tarifaire, en termes d'accès à la commande publique, bref, un certain nombre de questionnements et un certain nombre d'éléments de réponse qui sont absolument nécessaires pour qu'un investisseur vienne mettre 2 ou 2,5 milliards de dollars pour reprendre cette unité industrielle ô combien stratégique pour notre économie. Malheureusement, tout au long de ces années, depuis qu'il y a eu arrêt d'activité, depuis 2015, et plus particulièrement depuis que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire définitive, malheureusement, le gouvernement observe une attitude passive par rapport à ce dossier qui ne fait qu'aggraver la situation et qui finalement condamne à la mort programmée de cet ancien joyau de l'industrie nationale. Alors, les pertes sont multiples. D'abord, la première des pertes, c'est celle que supporte l'économie nationale. Parce qu'en étant privé d'un raffineur pétrolier, eh bien, la souveraineté nationale en matière énergétique fossile est remise en cause sérieusement. D'autant plus que les importateurs-distributeurs, et cela on le voit notamment à travers les rapports du Conseil de la concurrence ou de la Cour des comptes, les importateurs-distributeurs n'ont pas été en mesure de constituer les stocks de sécurité nécessaires par rapport au niveau de consommation de notre pays.
Deuxièmement, notre pays est également le premier à payer la facture de l'arrêt de la raffinerie à travers le surenchérissement exorbitant des prix des hydrocarbures, et cela transparaît à travers un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est le rapport de la mission d'information qui a été constituée au niveau de la Chambre des représentants, qui a délivré un rapport sur les prix des hydrocarbures en mai 2018 et qui a permis d'aboutir à la conclusion que la variation des marges des importateurs-distributeurs depuis la libéralisation du secteur en décembre 2015 a été de l'ordre de 17 milliards de dirhams sur deux exercices et demi. Ce sont des profits illégitimes, immoraux, qui ne se justifient pas et qui sont en réalité le reflet de dysfonctionnements dans le secteur du fait d'une situation oligopolistique. Le deuxième indicateur, c'est la mission d'étude, d'audit, d'inspection qui est menée par le Conseil de la concurrence suite à une plainte qui a été déposée par une organisation syndicale sur des soupçons d'entente des prix dans le secteur de l'énergie fossile, des carburants liquides. Et comme tout le monde sait, le Conseil de la concurrence a travaillé longtemps, a préparé un rapport, a auditionné toutes les parties prenantes, et il semblerait, si je crois les indiscrétions qui ont circulé dans les médias nationaux, il semblerait que le Conseil de la concurrence ait conclu à l'existence d'ententes illicites et à la nécessité de prononcer une sanction contre les acteurs de cette entente illicite sur les prix. Malheureusement, le rapport du Conseil de la concurrence n'a pas encore été publié parce qu'il fait l'objet, notamment en termes de procédure, d'examen, d'études et de prise de décision, fait l'objet d'une étude et d'un examen approfondi par une commission qui a été commission des sages, qui a été constituée sur décision du cabinet royal. Et donc, nous attendons les conclusions des investigations de cette commission. Vous me disiez quel est le coût. J'ai parlé des coûts pour l'économie nationale. Évidemment, quand l'économie nationale paye la facture d'un tel dysfonctionnement, c'est d'abord les consommateurs, les ménages, les citoyens qui en font les frais, en voyant une part importante de leur pouvoir d'achat reniée par la facture pétrolière. Et c'est aussi nos entreprises, notre économie, notre industrie, et en particulier les TPME qui en subissent les effets de plein fouet en voyant une part importante de leur compétitivité coût disparaître. Enfin, le coût est aussi pour le territoire, pour la ville de Mohammedia, qui voit une entreprise emblématique disparaître et entraîner avec elle à la fois des destructions d'emplois dans l'entreprise, mais aussi des destructions d'emplois au niveau des sous-traitants qui avaient l'habitude de travailler avec l'entreprise. On estime ces emplois autour de 4 à 5 000 emplois qui ont été détruits du fait de l'arrêt d'activité. Et enfin, les créanciers, bien sûr, de la Samir, qui voient leurs créances sérieusement mises en grande difficulté de recouvrement. La créance, ou la dette plutôt de la Samir, est estimée autour de 44 milliards de dirhams. Et l'État, à travers ses différents démembrements, ces différentes structures, à travers différents organismes, si on consolide toutes les créances de ces structures publiques vis-à-vis de la Samir, considère que la quote-part de l'État est de l'ordre de 60 à 65% des 44 milliards de dirhams. Déjà, qu'est-ce que ça va coûter à l'État que de sauver cette entreprise? Très peu de choses, puisque sur une valorisation de la Samir qui était estimée il y a 2-3 ans autour de 22-24 milliards de dirhams, et aujourd'hui malheureusement
seulement autour de 17-18 milliards de dirhams du fait d'un arrêt d'activité. Il faut savoir qu'une unité industrielle pétrochimique ou de raffinage pétrolier, lorsqu'elle est en arrêt d'activité, la valeur de l'outil industriel diminue radicalement. Il faut savoir également qu'une unité de raffinage a besoin, bon an, mal an, d'une enveloppe d'investissement de l'ordre de 200 à 250 millions de dirhams, une unité de raffinage de la taille et de la capacité de la Samir, donc de 200 à 250 millions de dirhams annuellement, simplement pour les coûts de mise en service et d'entretien. Du fait qu'elle a été mise en arrêt d'activité depuis 2015, août 2015 précisément, on estime aujourd'hui le coût à au moins 1,5 milliard de dirhams, voire un peu plus, pour la remettre en marche. Alors ça, c'est un coût effectivement pour l'État si l'État prend une initiative en faveur de la reprise de l'activité de la Samir. Mais qu'est-ce que l'État va gagner? Il va gagner la valorisation de cette unité industrielle. Si l'État avait réagi il y a 3 ans, il aurait récupéré une unité industrielle qui valait 22 ou 24 milliards de dirhams. Aujourd'hui, elle ne vaut plus que 17 milliards de dirhams. Et plus l'État attend, plus la valeur de cette entreprise diminue. Et en réalité, ce sont des actifs qui appartiennent aux citoyens marocains qui sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que l'État, comme je vous l'ai dit, est porteur de 60 à 65% de la dette de la Samir. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, les créanciers deviennent, dans l'indivision, dans la communauté des créanciers, les propriétaires de l'entreprise qui est mise en faillite. Et donc, c'est l'État, c'est les finances publiques qui perdent de la valeur dans cette entreprise. Et c'est d'autant plus crucial que, comme vous le savez, l'État a une procédure contre lui au niveau d'un organisme international qui relève de la Banque mondiale, qui est le CIRDI, puisque le groupe saoudien qui avait acquis la Samir dans le cadre du programme de privatisation a intenté une action contre l'État marocain auprès du CIRDI. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité sur l'évolution de ce dossier, ni du sort qui lui sera probablement réservé par les instances décisionnelles du CIRDI. Et donc, il vaudrait mieux que l'État, pour pouvoir, à Dieu ne plaise, parer à une décision qui lui serait défavorable, il vaudrait mieux que l'État puisse d'ores et déjà réduire le coût de cette perte et réduire une partie de sa créance qu'il porte sur la Samir. Donc, il est important, à mon avis, de remettre en ordre de marche cette unité pour sauvegarder d'abord les deniers publics, avant toute autre considération. Alors, il faut savoir que cette procédure ou cette démarche, cette initiative vient dans la suite d'un continuum. Lorsque le Front pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole a été créé en juillet 2018, nous avons immédiatement élaboré un rapport qui d'abord explique l'origine de la défaillance de cette entreprise, l'origine de la mise en faillite de cette entreprise, en identifiant les responsabilités directes et indirectes du secteur privé, du management, de l'actionnariat, mais aussi les responsabilités directes et indirectes d'un certain nombre de structures de l'État, d'un certain nombre d'administrations qui ont failli dans leur mission de contrôle, de régulation et de surveillance. Et nous avons proposé un certain nombre de solutions de sortie de crise par le haut. Et nous avons proposé 5 solutions de sortie. Et celle que nous privilégions était à l'époque de créer une société à capital mixte qui aurait un tour de table hétéroclite avec à la fois les créanciers actuels de la Samir, mais aussi les importateurs-distributeurs marocains, un grand industriel du raffinage pétrolier, un industriel international, et enfin des investisseurs institutionnels et des représentants des salariés, et oui, et sans oublier bien évidemment une quote-part qui continuerait à être détenue par l'État pour que l'État soit membre du conseil d'administration et veille avec vigilance à la pertinence des choix stratégiques des repreneurs de la Samir et à la bonne gestion. Malheureusement, aucune de ces solutions n'a abouti pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'immobilisme du pouvoir exécutif, puisque ce rapport a été remis à l'ensemble du gouvernement, des ministères concernés, de certain nombre
d'organisations institutionnelles, un certain nombre de centres de pouvoir, et toutes les initiatives qui ont été prises par le Front pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole depuis juillet 2018. Toutes les actions de plaidoyer, toutes les rencontres qui ont été organisées, les conférences de presse, les conférences, les rencontres débats. Tout cela n'a pas abouti à une réaction positive du gouvernement qui, sous un argument fallacieux de non-émission dans une décision de justice, a observé, comme je vous le disais, une attitude passive. Il n'y a pas d'immixtion dans un pouvoir de justice, dans un pouvoir judiciaire lorsque le tribunal, lorsque la justice a dit son dernier mot. Le dossier est définitivement clos. Ce dont il s'agissait, c'était une action active pour rassurer, informer, trouver un terrain d'entente avec d'éventuels repreneurs, ce que le gouvernement a systématiquement refusé. Alors, nous avons abouti à la conclusion que le pouvoir exécutif qui, lui, a créé cette situation, puisque c'est le pouvoir exécutif qui a décidé de libéraliser le secteur des hydrocarbures sans une régulation pertinente, en l'absence d'une unité de raffinage opérationnelle, en l'absence d'un conseil de la concurrence opérationnel. Et donc, on a abouti à la conclusion que celui qui a créé, que l'entité qui a créé ce désordre national ne pouvait pas se dédire et remettre en cause et se remettre en cause et reconnaître ses erreurs stratégiques et aujourd'hui rectifier cette politique. Et donc, nous avons considéré, dans le respect évidemment des dispositions constitutionnelles, que ce que le pouvoir exécutif refuse de faire, eh bien, le pouvoir législatif peut le forcer à le faire. D'où l'opportunité, effectivement, de sensibiliser les principales formations politiques de notre pays pour porter au sein du Parlement deux propositions de textes de loi, une proposition de transfert des actifs de la SAMIR à l'État et une seconde proposition de régulation des prix des hydrocarbures. Alors cette démarche a été accueillie favorablement par je dis bien la quasi-totalité des formations politiques, à l'exception de deux formations politiques qui n'ont pas reçu les représentants du Front pour la sauvegarde de la SAMIR et qui, par cette attitude, ont exprimé une hostilité à ces deux textes de loi, et du parti qui préside le gouvernement, qui approuve les orientations stratégiques du Front pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, qui approuve les éléments de diagnostic, qui approuve le constat, mais qui montre quelques réserves par rapport à la démarche législative qui est la nôtre. En revanche, toutes les autres formations politiques et syndicales ont annoncé qu'elles soutenaient cette démarche. Certaines sont passées à l'acte, puisque le groupe parlementaire de l'USFP et de la CDT ont proposé les textes de loi pensés et proposés par le Front à la Chambre des conseillers pour l'USFP en juillet 2020 et pour le groupe CDT plus récemment en novembre 2020. Et enfin, le groupe parlementaire PPS a entrepris la même démarche au niveau de la Chambre des représentants, également assez récemment en novembre 2020. Nous attendons que le Parti de l'Istiqlal et le PAM, principalement, traduisent dans les faits leur caution et leur encouragement qu'ils donnent à l'oral. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Aujourd'hui, les textes sont donc déposés auprès des secrétariats des présidents des deux chambres parlementaires. Maintenant, reste à programmer la discussion de ces textes en assemblée plénière, dans l'une ou dans les deux chambres parlementaires. Mais ça devient de l'ingénierie institutionnelle et juridique, et j'allais dire malheureusement politico-politicienne. Et là, nous n'avons pas de marge d'action, de marge de manœuvre. J'espère que les formations politiques qui ont déposé ces textes de loi sauront trouver l'énergie, la volonté et la capacité de persuasion auprès des deux chambres parlementaires pour programmer une discussion en séance plénière le plus vite possible. Et il est important effectivement que ce débat
national soit porté là où il devrait l'être, c'est-à-dire au sein du Parlement, et qu'il le soit en toute transparence, au vu et au su de nos compatriotes, pour que nos compatriotes puissent forger leur propre opinion et puissent savoir une bonne fois pour toutes quelles sont les postures des uns, quels sont les intérêts des autres et quelles sont les formations politiques et syndicales qui prennent de réelles initiatives politiques pour défendre les intérêts de la nation et défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens et défendre la capacité de compétition, la capacité ou le pouvoir de compétition et de compétitivité de nos entreprises, de nos TPME plus précisément. Nous sommes dans un moment de vérité. Je l'espère en tout cas. Je l'espère. Vous savez que je suis un acteur associatif et politique, et donc je suis par définition toujours optimiste, engagé dans l'action. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous au niveau du Front National, et quand je dis vous, c'est à travers vous, vos lecteurs et nos compatriotes en général, vous peuvent compter sur nous pour poursuivre notre action, poursuivre nos initiatives dans le respect des dispositions constitutionnelles, avec transparence, détermination, abnégation, parce que nous sommes convaincus que nous travaillons dans l'intérêt général de notre pays.